Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour vous faire un petit dossier sur Disney, cette petite société, cette petite start-up qui est, ma foi, une des petites sociétés qui essaye comme ça de faire sa place, de jouer des coudes auprès des autres créateurs de contenu. Et en fait, on va faire un petit point sur la stratégie de Disney en 2025. Est-elle déjà payante? Va-t-elle payer? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont un peu les changements? Où est-ce qu'ils vont? Eh bien, ce sont les questions que nous nous sommes posées. Et pour ça, Kerr, notre investigateur, est allé faire les poubelles de Disneyland, est allé un peu parler à tout le monde. Et au final, il est revenu pour nous préparer ce petit dossier. Salut mon cher Kerr, comment tu vas? Dis-nous tout. Eh ben, bonjour à toi mon cher Greg, bonjour à tous, ça va très bien. Et oui, en effet, donc parlons de Disney, et plus particulièrement de Disney Plus dans un premier temps, sur 2025. Et avant de parler de 2025, il faut un peu revenir en arrière. Si vous vous rappelez, sur la chaîne, on avait fait une vidéo en fin d'année qui était donc sur le succès entre guillemets de Disney en 2024 avec des succès forts au box-office, notamment Deadpool et Wolverine, on a eu Vice Versa, on a eu Mufasa en fin d'année, on a eu Vaiana 2, mais oui, mais il y avait aussi des échecs du côté de Disney, des échecs assez fâcheux comme The Acolyte par exemple, et donc voilà, j'avais un peu pondéré le côté grand succès et dominateur de Disney qui était finalement son statut en 2019 avant l'arrivée du Covid. Disney était intouchable, écrasé le box-office. En 2024, ça a été une plutôt bonne année pour Disney, mais il y avait quand même des bémols. Et là, on se retrouve donc sur 2025 avec beaucoup de questions. Et si je commence par parler de 2024, c'est qu'en fait, entre 2024 et 2025, lorsque vous avez fait la fête pour le Nouvel An, et Disney a quitté en France Canal+. Et ça, c'était une vraie interrogation. Comment est-ce que Disney+ allait survivre à sa séparation avec Canal? Sachez que, rappelez-vous, je pense que vous n'avez pas oublié, mais Disney+ était dans les abonnements de Canal+ sur de nombreuses offres. Et par exemple, pour l'offre des 40 ans de Canal, dont on a parlé à plusieurs reprises, Greg et moi, sur la chaîne, puisqu'on s'est abonné à cette occasion, on avait Disney+ jusqu'au 31 décembre. Alors il s'est avéré qu'en fait, ça a duré quelques jours de plus, mais qu'il y avait des grosses interrogations. Et puis il y a des chiffres qui sont tombés, et ces chiffres qui sont tombés, c'est donc les chiffres du quatrième trimestre 2024 et du nombre d'abonnés, où Disney a annoncé avoir perdu 700 000 abonnés. Alors, au vu du nombre d'abonnés de Disney+, 124 millions, 700 000, c'est pas non plus une perte complètement dingue qui a provoqué une série de dépressions en chaîne chez les actionnaires et les boss de Disney+, mais quand même, c'est une baisse. Donc voilà, il y avait des grosses interrogations, et en fait, Disney+ et Disney, en tout cas moi, m'a pris complètement à contre-pied sur ce début d'année 2025, on verra, mon cher Alex, si c'est le cas toi aussi, mais en quittant Canal+, ils ont été hyper agressifs, pas vis-à-vis de Canal, vis-à-vis de commercialement, et ils ont balancé une offre qui a fait beaucoup parler. Si vous étiez abonné Canal+ à Disney+, si vous étiez abonné Disney+ avec Canal+, vous avez eu pendant quelques jours la possibilité de vous abonner pour 2 € par mois à l'offre avec publicité. Et si vous aviez un meilleur abonnement via Canal+, vous aviez même des grosses réductions sur les abonnements qui étaient supérieurs. Ça a concerné la France. Donc là, forcément, on se dit c'est hyper agressif, un abonnement à 2 €. Alors ok, il faut scoltiner la pub, et la pub sur Disney+, elle est quand même sacrément vénère. Mais voilà, il y a quand même une volonté d'être très agressif. Le problème, c'est quand l'offre est sortie, il y a eu des couacs, rappelez-vous. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, je prends l'abonnement, il est annulé, il faut que je le reprenne le lendemain. En plus, moi, je me suis embrouillé dans mes adresses mail, je me suis abonné 2 fois. Enfin bref, 3615 My Life, ça ne vous intéresse pas. Mais ça, c'est au niveau français. Et le truc, c'est qu'en fait, ils ont fait pareil aux États-Unis. Ils ont fait une offre, alors à condition, avec des tarifs différents en fonction de est-ce que vous êtes étudiant ou pas. Mais on a eu des offres aux US à 2 $, à 3 $ pour vous abonner au service avec publicité de Disney+. Donc là, concrètement, comparé aux autres abonnements et le concurrent direct et le plus gros qui est Netflix, forcément Disney+ était moins cher. Et puis si on regarde à côté de ça, tu veux réagir mon cher Alex sur les tarifs? T'étais étonné toi de l'offre à 2 €?
Alors, le truc, c'est que oui, j'étais surpris parce que Disney avait toujours été dans une logique à dire moi, j'ai le catalogue des beaux gosses, tout le monde viendra, que ce soit tous les gens de la famille, que ce soit les adultes pour Star, les enfants pour les classiques Disney, et puis tout le monde pour Star Wars et Marvel. Et au final, c'est vrai que Disney est le vrai perdant, enfin pas le perdant, mais un des perdants de la bataille du streaming. Pour rappel, le dernier trimestre de 2024, Netflix représentait 4,6 millions d'utilisateurs quotidiens, avec 51% du marché des plateformes de streaming. Prime Video, c'est 1,4 million avec donc 15%, 15,56%. Et Disney apparaissait en troisième avec 1,1 million. Alors on pourrait dire c'est pas mal, ils sont troisième, etc. Mais le truc, c'est qu'ils sont à la même place que MyCanal avec ses 12%, et c'est donc 1,1 million aussi. Il y a un truc, c'est-à-dire que ce placement, cette troisième marche ex aequo du podium, elle peut être acceptable pour plein de personnes, mais Disney, c'est censé être le numéro 1, le numéro 2. Au cinéma, c'était eux qui faisaient à un moment au plus beau, c'était 50%, chaque fois une personne sur deux qui allait au cinéma allait pour un film Disney. Donc de imaginer que sur le streaming ils ne sont que troisième, c'est dur. Et derrière, Canal est monté, donc ça c'est dernier trimestre de l'année dernière, mais Canal est monté, Prime a continué, et donc en fait, à mon avis, c'est pour ne pas être trop loin dans la course que ils ont baissé les prix. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de trop loin dans la course? Paramount+, qui est la plateforme qui est juste derrière, c'est 0,2 millions d'utilisateurs et c'est 2,2. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un quatuor de tête qui sont à 1 million d'utilisateurs français, hein, depuis le début, je ne parle qu'en français, quotidien. Et d'un seul coup, en fait, quand vous êtes plus dans ce classement de tête, vous êtes plus dans les séries dont les gens parlent, et vous devenez une niche. Et l'effet de niche ne fait créer un emballement où les gens parlent de moins en moins. Et du coup, il y a de moins en moins de personnes qui sont abonnées. Et du coup, Netflix est en train d'essayer d'un peu de doper pour rester relevant, quoi, pour rester dans les discussions avec son contenu. Parce que c'est vrai qu'ils produisent énormément de choses. Il y a Andor sur Star Wars qui va arriver. Mais le truc, c'est que si personne n'est abonné, tout ça pèse... c'est extrêmement nuisible pour l'avenir de Disney, d'où ce que je comprends comme ce mouvement d'alerte, ce mouvement d'urgence de baisser ses prix pour ne pas flinguer son année. Ouais, non, je te rejoins. Après, il y a MyCanal qui est un peu piège parce que MyCanal, il y a le contenu de Paramount+, il y a le contenu d'Apple TV aussi qui du coup compte dans MyCanal et qui du coup ne compte pas dans Paramount+, parce que c'est Paramount+, en solo. Et qui ne compte pas dans le classement que je viens de dire. Paramount+. C'est vraiment les utilisateurs qui regardent des contenus de chaque plateforme. Oui, oui. Mais toi, moi, je regarde Paramount+, avec MyCanal, pas avec Paramount+. Mais alors, je te rejoins complètement là-dessus. Et l'idée de ne pas être décroché parce que on a l'impression que Disney+ est un échec, et on est d'accord, on a vu les audiences des séries Star Wars et Marvel, ils ont beau dire que c'est formidable, c'est pas le sentiment que nous avions. Mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression surtout qu'ils sont très très agressifs et qu'ils veulent aller essayer de titiller un peu Netflix. Alors ça va être bien évidemment extrêmement compliqué, mais il y a une agressivité. Et là où il y a... Je peux juste réagir sur le fait que faut vraiment avoir en tête que Prime plus Disney, plus MyCanal, plus Canal Série, plus Paramount, plus Apple TV, plus OCS, c'est plus petit que Netflix en France. Oui, c'est pas étonnant. À savoir, mon cher Kerr, que justement Disney a fait une promesse à ses actionnaires. Ils ont dit que en 2025 et 2026, ils seront même sur le marché européen rentables. Est-ce que cette rentabilité est possible avec des abonnements aussi peu chers? J'ai du mal à le croire, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une promesse pour rassurer la bourse, mais qui ne peut pas concrètement se réaliser en France. S'ils font le forcing sur l'offre avec publicité et qu'on voit que la publicité quand même a l'air pour l'instant de les satisfaire, ils sont peut-être
dans les clous, on verra bien. L'autre élément qui montre que Disney est agressif commercialement cette année, en ce début d'année 2025, c'est avec quelque chose qui a étonné tout le monde. Ils ont signé un accord avec l'audiovisuel français pour modifier le positionnement de Disney+ dans la chronologie des médias. Avant, entre une sortie ciné et une arrivée sur Disney+, il fallait attendre 17 mois. D'ailleurs, ça a été pendant très longtemps quelque chose qui a énormément agacé Disney. Ils essayaient de trouver une solution. Et ils ont trouvé une solution qui a fait grand bruit. Petit séisme dans l'univers des médias et des plateformes, puisqu'ils ont réussi, avec cet accord, à passer de 17 mois à 9 mois seulement. Après la sortie d'un film en salle, ce qui va permettre par exemple à Deadpool et Wolverine de sortir sur Disney+ en avril, au dernier Alien, donc Romulus, de sortir en mai. Voilà, et bien évidemment ça se fait avec des contreparties importantes. Alors on n'a pas les chiffres précis, l'accord est pour l'instant encore opaque, mais globalement ce qui ressort dans la presse, c'est que Disney Plus doit investir 25% de son chiffre d'affaires généré en France, dans des productions françaises, que ce soit donc des séries, que ce soit des films. Ils se sont engagés à financer au moins 70 films sur les 3 années à venir. Donc voilà, il y a une volonté d'investir exactement comme le fait par exemple Netflix ou Prime en France. Juste pour parler d'argent, ce qui a été à peu près estimé, c'est qu'on parle de 300 millions d'euros. Voilà, pour vous donner un peu une idée de l'engagement de Disney. Vous vous doutez bien que cet accord a fait grincer des dents, et les premières dents qui ont grincé, c'est du côté de Canal+, qui investit énormément dans le cinéma français et dans les séries. Et voyant cet accord arriver, et surtout un accord qui lui donne finalement plus que 3 mois d'avance sur Disney, alors que l'investissement de Disney est bien moindre que celui de Canal, forcément ça plaît pas. Du côté de Canal, on a donc menacé de réduire la voilure en termes d'investissement dans le cinéma français. C'est ce qu'ils ont fait. En mars, ils ont annoncé un accord pour investir 480 millions d'euros jusqu'en 2027 dans le cinéma et les séries françaises. Et si on regarde un peu globalement à l'année, ça fait moins qu'avant. On est entre 150 et 170 millions d'euros à l'année, alors qu'avant l'accord avec Disney+, ils étaient au niveau de 220 millions. Et du côté de Canal, on justifie ça en disant, bah oui, mais nous on paye 220 millions d'euros par an en investissement, et du côté de Disney, on est autour de 100, 110, 120 millions à l'année. C'est donc il y a un grand écart. Donc nous, on réduit la voilure. Donc à voir si le cinéma français va y être gagnant. Ils ont récupéré quand même beaucoup avec Disney, ils perdent un peu avec Canal, mais ça fait aussi réagir les autres, et du coup il va y avoir un investissement aussi très probable de 2 autres monstres du streaming, que sont Netflix bien sûr, qui investit déjà beaucoup, et actuellement Netflix a le droit de diffuser des films qui sont sortis en salle 15 mois plus tard. Donc là, l'objectif de Netflix est très clairement de passer à 1 année, voire moins, voire pourquoi pas les 9 mois également de Disney, et également du côté d'Amazon avec Prime, même volonté. Du côté de Prime, on est à 17 mois pour l'instant, et l'objectif c'est d'atteindre l'année. D'ailleurs, je vais faire un petit récap si vous voulez sur la chronologie des médias. Quand un film sort au ciné, il peut donc sortir 6 mois plus tard sur Canal. Il y a 9 mois sur Disney, 15 mois sur Netflix, 17 mois sur Prime, Paramount, Max, et 22 mois plus tard sur les chaînes hertziennes, TF1, France Télé, M6, Arte, etc. Donc voilà. C'était une grosse surprise, cette modification de la chronologie des médias. Ceci étant dit, elle était très attendue. Alors j'ai surprise parce que en fait, elle est violente. On passe à 9 mois pour Disney. Ça règle quand même beaucoup de problèmes, à voir si ça va avoir une influence sur le nombre d'abonnés. Mais voilà, il y a une volonté un peu de surprendre. T'en penses quoi, mon cher Greg, là, de cet accord sur la chronologie des médias qui est favorable à Disney ? Alors moi je pense que c'est un peu à double tranchant. Déjà, le premier truc, c'est que pour Disney, évidemment, c'est top. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'on y gagne nous ? Et en fait, vous allez voir qu'on y gagne, mais qu'on y perd aussi. Donc, qu'est-ce qui est plutôt positif ? Ce qui est plutôt positif, c'est que ça veut dire qu'il y a 100 millions d'euros qui vont être investis dans le cinéma français chaque année.
le CAR le disait, 70 films qui vont profiter d'investissement. Donc ça veut dire que concrètement, notre cinéma devrait mieux se porter. Ça c'est très chouette. Le truc, c'est qu'à côté de ça, j'avoue que pour l'instant, les productions françaises par les boîtes de streaming, à l'exception de Bref 2, j'ai pour l'instant pas été hyper convaincu par ce que j'ai pu voir. Donc mettre de l'argent c'est une chose, mais mettre de l'argent dans la qualité, ça me ferait encore plus plaisir. Bref 2 est le meilleur contre-exemple qui se trouve être en plus sur Disney. Donc il y a de l'espoir là-dedans. Un autre point, c'est qu'en fait, il faut bien voir que cette chronologie des médias a été avancée pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'accord sur la régulation. Donc de ce que j'ai pu lire, ils ont dû aussi accepter d'être plus blancs au niveau des normes environnementales. Et alors là, la question se pose, donc vous allez me dire, mais normes environnementales, ça a quoi comme impact ? Un des impacts, c'est qu'ils veulent que la France veut que les data et l'Europe, même d'une manière générale, veut que les data centers des systèmes des grandes plateformes de streaming soient plus propres. Plus vert, on entend. Et une des manières de rendre ces data centers plus écologiques, c'est notamment de brider les débits. Et ça, j'ai envie de dire que je suis assez partagé, parce que certes, en fait, le plus important reste la planète, c'est pas ce qu'on va regarder. Mais je suis quand même très curieux de savoir qu'est-ce que ça veut dire que brider les débits, à quel point. Est-ce que on y donne grade le 720p aujourd'hui et l'ancien HD, etc., etc. Et là, je fais juste une parenthèse, mais la qualité des différentes résolutions chez les différentes plateformes est extrêmement différente. Donc bon, écoutez, on va voir, mais voilà, j'avais entendu, je ne sais pas quel est l'équilibre de ça, j'avais entendu qu'il valait mieux sur les plateformes de streaming télécharger l'intégralité du contenu plutôt que de le streamer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, voilà. Petite chose à savoir, peut-être que les débits vont être un peu plus bridés qu'avant. Je ne sais pas si ça te fait réagir, toi, mon cher Car. Bah oui, mon cher Greg, tu as parlé de Bref 2 et ça tombe bien puisque dans les trucs qui ont vraiment étonné sur Disney+ en ce début d'année 2025, Bref 2 c'est vraiment la production qui sort du lot. Pourquoi ? Bah parce que tu l'as dit, elle est déjà très réussie. D'ailleurs, il y a une vidéo qui en parle sur la chaîne. Et puis surtout la manière dont c'est un peu déroulé la chose. On a une annonce qui est tombée, qui a surpris tout le monde. Bref est de retour sur Disney et pas sur Canal. Alors, est-ce qu'il y a eu conflit avec Canal ? Ken Kojandi en a parlé très clairement dans la presse. Il a dit on a proposé le projet à Canal+, ils ont décliné, on s'est serré la main et tout va bien. Et voilà, ils se sont ensuite tournés vers Disney qui, eux ont dit bah oui, bref, allons-y. Et on se retrouve donc avec Bref 2 sur Disney+, qui donne une image à Disney+ très positive. Il y a eu un accueil dithyrambique pour Bref 2. Alors même si j'ai l'impression depuis quelques semaines que maintenant c'est devenu assez tendance de taper sur Bref 2, mais enfin bon, peu importe. Au moment où c'est sorti, tout le monde était dithyrambique, et notamment la presse. Donc ça, en termes d'image pour Disney+, c'est extrêmement positif. Et puis derrière, bah, mine de rien, ils ont eu d'autres petits succès. Alors, et d'autres programmes qui ont attiré énormément le regard. Alors, petit succès, il y a Paradise, la série d'Hulu, qui est sur Disney+, là, donc avec Sterling K. Brown, qui est vraiment un divertissement efficace, dont je ne vous dirai rien pour pas vous gâcher le plaisir, mais allez jeter un coup d'œil à cette série, elle vaut largement le coup. J'aime beaucoup la musique, même si c'est toujours le même thème, j'aime beaucoup l'écouter. Et l'autre série, bien évidemment, qui fait beaucoup parler en ce début d'année 2025, avant Andorre, qui débarque en avril, c'est bien évidemment Daredevil Born Again. Mais là, j'en parlerai un petit peu après, parce que il y a aussi du bémol. Mais voilà, on a eu des grosses productions qui sont sorties. Disney a fait parler d'elles. Mais c'est un peu paradoxal, parce que quand tu regardes finalement le planning des sorties du mois sur Disney+, il y a assez peu de contenu, je trouve, en tout cas en nouveauté. Et c'est pas tiré sur Disney que de dire ça. Si on regarde ce que sort Max, c'est pareil, voire pire. Et voilà, et même du côté de Prime, ça s'est un petit peu calmé, je trouve. On sent qu'on est dans une période un peu floue pour les plateformes. Mais alors, mon cher Greg, passons à
le côté un peu moins positif de tout ça. Il y a une volonté de Disney de frapper fort en 2025. On l'a dit, avec les abonnements, avec la chronologie des médias, avec des programmes qui sont percutants. Mais voilà, il y a d'autres problèmes du côté de Disney qu'il va falloir régler ou qui vont rester comme des éléments très négatifs dans leur bilan annuel. On va commencer, mon cher Greg, par les audiences de Daredevil Born Again, puisqu'on les connaît sur les 5 premiers jours. Donc sur Disney+, Daredevil Born Again a attiré sur son premier épisode 7,7 millions de vues. C'est pas mal. Mais en fait, c'est pas ouf non plus. Puisque Agatha, la série, a fait 9,5 millions sur la même période. Et du côté de The Acolyte, la série Star Wars qui a été abandonnée quand même, et qui a été conspuée, on était quand même à 11 millions sur les 5 premiers jours. Donc Daredevil Born Again, ça prend pas. Ça prend pas. Alors il y a plein de raisons qui sont évoquées. Alors que moi, quand j'en parlais sur Twitter, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, mais enfin c'est du R-rated comparé à Agatha All Along. Oui, d'accord, mais enfin je veux dire c'est tout aussi accessible un Daredevil qu'un Agatha. Le nom de Daredevil est beaucoup plus puissant que le nom d'Agatha. Donc moi le côté R-rated n'est pas un bon argument pour expliquer ça. Par contre, de nombreuses personnes, et j'adhère à cette idée-là, évoquent le fait que, alors, outre le côté, bien évidemment, c'est une série Marvel, on a vu les dernières, c'était cata, on arrête. Il y a un truc qui est gênant pour Daredevil Born Again, c'est que finalement, c'est quand même la saison 4 de la série de Netflix, finalement. Donc, c'est problématique, c'est-à-dire que si t'as pas vu les 3 premières saisons, du coup, tu te lances pas dans Daredevil Born Again, et puis comme c'était il y a plusieurs années, t'es passé à autre chose. Finalement, Daredevil est un peu victime de ce qui touche énormément de séries ces dernières années. On peut prendre La Roue du Temps, on peut prendre Yellow Jacket, on peut prendre plein d'autres séries comme ça, qui, avançant dans leur saison, perdent en audience parce que y a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans entre les saisons, et ils ne retrouvent pas leur public, qui sont passés à autre chose. On consomme les séries tellement vite, et il y en a tellement, que il y a des séries qu'on oublie. Et là, l'exemple de Yellow Jacket est criant, hein. La saison 3 est passée complètement inaperçue. Le cast est en train de négocier pour faire pression dans les médias pour avoir une saison 4. On enregistre sa vidéo, c'est pas encore signé, alors que finalement la saison 1 et la saison 2 étaient des succès. Donc c'est je pense un des éléments qu'il faut creuser en effet du côté de Daredevil. Donc voilà, tu penses quoi toi de l'échec de Daredevil, mon cher Greg ? Que c'est entièrement mérité. J'ai regardé chacun des épisodes de Je suis à jour aujourd'hui et je ne sais pas vraiment ce qu'on est en train de regarder. Il y a un personnage fort qui est Matt Murdock et un acteur, Charlie Cox, si je ne me trompe pas, qui est un très bon pour l'incarner. Il y a Donofrio qui est très bon en Caïd. Et ça, c'est des éléments qu'il y avait chez Netflix. Mais la réalisation, le côté sombre, ces scènes qui étaient ces grands plans séquences, l'ambition même d'une manière générale, a complètement disparu de la série. Et du coup, ça donne un petit côté, et c'est pour ça que je faisais un crochet par la critique de cette série, ça donne un petit côté, est-ce que Disney n'a pas trop peu d'ambition sur ses productions, et c'est aussi pour ça que petit à petit elles sont délaissées. On sait que Disney a la réputation sur les dernières années de couper énormément les coûts. C'est une information qui était apparue notamment avec les sociétés de VFX, donc de trucage graphique, et qui s'était plaint que Disney, par rapport à il y a quelques années, payait 2 fois moins, 3 fois moins, donc il fallait qu'il y ait une personne qui travaille sur un plan là où avant il y en avait 4 ou 5, qu'ils n'avaient plus qu'un mois là où avant ils avaient 3 mois, et donc on a l'impression qu'en fait on est passé d'une période où Disney investissait beaucoup pour avoir des succès à une période où Disney est en train de serrer la ceinture partout. Alors certes, le Covid est passé par là, mais de serrer la ceinture partout pour que justement tout soit plus rentable. Sauf qu'on est dans un métier où la qualité est reine.
Et oui, j'ai eu un doute si c'était roi. La qualité est reine et du coup, forcément, eh bien, ça s'en ressent et on a, dans un monde où il y a une telle concurrence de contenu, bah, pas envie de regarder ce qui est un peu tiède. Et je pense que c'est ce qui pêche chez pas mal de séries Disney+. Et niveau cinéma, mon cher Car. Et au ciné, mon cher Rex, c'est pas la fête non plus, puisque les deux Disney qui sont sortis en 2025, donc Captain America Brave New World et Snow White, Blanche-Neige et les 7 nains, eh ben ça marche pas. Alors ça marche pas. On va faire un petit point. On va commencer par Captain America, qui a dépassé les 400 millions de dollars et qui est classé, mon cher Greg, à la 47e place des plus gros succès de Marvel au cinéma. Tout confondu, hein. Le MCU, X-Men, les films Sony, Captain America Brave New World est 47e. Donc voilà, dans la vidéo news sur le box-office, je vous parle d'éléments cocasses dans la communication de Captain America Brave New World. N'hésitez pas à aller mater ça. Et du côté de Snow White, mon cher Greg, c'est 142 millions récoltés pour l'instant. On est très loin des plus gros succès en live action. Du côté donc de Disney, hein, si je cite par exemple Aladdin 1 milliard, Le Roi Lion 1 milliard 6. Plus récemment, on a eu La Petite Sirène à 570. On a eu Mufasa qui s'est bien repris après un démarrage chaotique à plus de 600 millions. Si on revient un peu plus loin, La Belle et la Bête était à 1 milliard 2. Le Livre de la Jungle à quasiment 1 milliard. Même Cendrillon, qui avait une sortie finalement assez discrète, avait fait plus de 500 millions. Donc c'est un vrai échec du côté de Disney avec Snow White. Donc les sorties ciné, c'est pas folichon. Alors ils vont se refaire cette année. Hein. Ils ont Lilo et Stitch déjà qui est très attendu, qui a plus de chances de marcher que Blanche-Neige, et puis surtout, qui est d'ailleurs un film qui est très rarement cité dans potentiellement le plus gros succès de l'année, mais moi j'y crois beaucoup, c'est Zootopie 2, qui devrait être le raz-de-marée de la fin d'année avec Avatar, bien sûr. Donc ils vont se mettre bien, Disney, il n'y a pas de problème. Mais là, ils commencent l'année avec 2 échecs, et notamment un échec sur le MCU, et c'est pas le premier. The Marvels avait été un énorme bide. Black Widow aussi, enfin voilà, tout ce qui est Shang-Chi, tout ça, ça n'a pas très bien fonctionné. On est très loin des standards du MCU qui sont plutôt sur des films comme ça, un peu à l'écart, dans les 600, 700, 800 millions de dollars. Là, on est très en dessous, donc échec pour Disney au ciné. Tu veux réagir sur ça, mon cher Greg, ou je passe aux autres problèmes qui touchent Disney actuellement ? Non, tu peux y aller. Autre élément qu'on va aborder dans ce dossier Disney, qui est un problème pour la firme actuellement, c'est bien évidemment sa relation avec donc le président américain et la chasse au DEI qui est ouverte donc aux États-Unis. Les DEI, c'est quoi ? C'est les programmes qui ont été mis en place il y a quelques années visant à l'égalité donc des chances dans les entreprises en fonction de peu importe la couleur de peau, l'orientation sexuelle, le sexe. Et donc le président américain a signé par décret la fin des DEI, donc il y a une chasse aux sorcières des DEI actuellement, et Disney donc se plie à ça de différentes manières. Concrètement, ce qu'ils ont fait, par exemple, on l'a vu, hein, c'est qu'ils ont modifié le texte qui était les avertissements au début de vieux films qui portaient atteinte à différentes communautés, qui avaient une représentation négative. Donc il y avait avant un texte qui était très clair. Maintenant, c'est beaucoup plus sommaire, enfin voilà, c'est beaucoup moins clair aussi. Autre chose, ils ont fait comme beaucoup actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire on a supprimé quoi ? Là, on a supprimé en l'occurrence des pages web, notamment une concernant donc des personnalités donc de minorités qui étaient présentes sur le site de Disney. Donc voilà, et puis il y a d'autres choses qui ont été faites qui sont pas forcément liées directement au DEI, mais qui est dans la tendance actuelle américaine, liée à l'élection du président américain, et qui mettent un peu Disney dans l'embarras. La première chose, c'est qu'ils ont changé un personnage de la série animée Gagné ou Perdu de Pixar, qui à la base était un personnage transgenre, qui avait été doublé d'ailleurs. Il y avait une actrice qui avait été castée, qui a parlé dans la presse depuis, et ce personnage a été remplacé, il a été effacé de la série. Il y a un autre personnage qui a été introduit, c'est une catholique pratiquante, et c'est la première fois donc depuis Les Secrets de Terabithia, donc qui était sorti en 2007, donc quand même
plus de 15 ans maintenant. Qui a donc c'était le premier personnage, enfin c'était le dernier personnage ouvertement catholique présent dans une œuvre de Disney. Donc voilà. Et l'autre problème, l'autre polémique qui touche actuellement Disney sur ce sujet concerne la série animée Tiana, qui a été annulée. Donc la série animée Tiana, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une adaptation en série animée de La Princesse et la Grenouille, enfin en tout cas une suite. Elle était attendue, il y avait une actrice qui avait doublé notamment, et en fait elle a été annulée. Disney a eu tout le mal du monde à justifier cette annulation. Ouais, ils ont dit globalement qu'ils arrêtaient de développer du contenu comme ça sur Disney+, enfin des séries issues de films, etc. Bon. On va pas en tirer des conclusions trop radicales, mais en tout cas ça fait polémique sur les réseaux sociaux, donc pas évident pour Disney tout ça. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui, l'agence américaine de régulation des télécoms a annoncé ouvrir une enquête sur Disney concernant justement sa politique de diversité ces dernières années. Le big boss de cette agence, donc il s'appelle Brandon Kerr, il a dit qu'il était Mais il est ta famille? Non, pas vraiment, non. Il a été étonné de voir que Disney, qui jusqu'à présent courait après le box-office, avait complètement changé sa politique ces dernières années. Alors Brandon Kerr est connu pour être vraiment le mec qui chasse vraiment les DEI dans l'audiovisuel aux US. Donc voilà, il va y avoir une enquête là-dessus qui va être menée. Voilà, donc ça c'était le sujet relou du dossier. Est-ce que tu veux réagir dessus, ou est-ce qu'on passe à Kathleen Kennedy, qui est notre dernier sujet? Non, après le truc c'est qu'aux États-Unis, le Disney est vraiment stigmatisé comme étant le champion des DEI. Il y a eu des investigations de journalistes undercover où il y avait, je crois, une journaliste qui s'était fait passer pendant plusieurs jours pour un date de quelqu'un de chez Disney, qui disait que maintenant, en fait, les embauches n'étaient plus que DEI, etc. Donc en fait, tout le débat américain s'était beaucoup centralisé sur Disney. Je trouve que proportionnellement, moi je me suis dit, avec Trump qui passe, ça va être le déluge d'avalanche sur Disney. Et en fait, pas tant que ça. Là, tu parles de cette enquête. Parce qu'ils ont cédé très vite. Mais en fait, alors ils ont cédé très vite, je sais pas. On va voir. En fait, la question qui se pose, c'est toutes ces productions dont tu as parlé, mais toutes les productions qui sont faites là, maintenant, là, qui vont débarquer sur les prochaines semaines. Et il y a des changements dans toutes. Et vraiment, à quel point? Bah, on verra, mais là tu vois, il y a un personnage qui saute dans Gagné ou Perdu. Là aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il y avait un personnage de la saison 3 de The White Lotus qui avait été changé au dernier moment. Enfin voilà, il y a, tu vois, les programmes, c'est vraiment... les œuvres sont modifiées en fonction de la situation politique actuelle. Ouais. C'est terrible, parce qu'en fait le côté artistique, du coup, il saute complètement. Bon, après, on pourrait dire, il y a un truc qu'on peut reconnaître. Elles ont été déjà à l'origine modifiées pour des raisons politiques dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est vrai que ce rebasculement politique d'un sens à l'autre, aussi brutal, est quand même surprenant. Je voudrais juste réagir sur un petit point. Vouloir combattre les discriminations en soi n'est pas une mauvaise chose. Là où on peut reprocher à Disney d'être sa manière de faire, c'est qu'elle l'a fait avec la finesse d'un taureau sous en fait, tu vois. C'était trop beau, et du coup ça a braqué tout le monde. Le truc, c'est que il y a eu quand des films ont disparu du profil enfant pour aller vers le profil adulte, en disant bah non, mais en fait il y a tel ou tel stéréotype, donc ils ont mis le texte. Donc ça c'était tellement une blague. Et le truc, c'est que là c'est pas du tout la raison. Et là maintenant ils ont juste avec le succès du tiers à publicité, en fait, ils ont juste retiré la quasi-totalité des films les plus regardés pour enfants, les Toy Story, Frozen, etc., qui sont allés foutre dans la catégorie adulte. Et accessoirement, le truc, c'est que le côté non, mais c'est pour les enfants, t'inquiète,
je trouve ça tellement horrible parce que la réalité c'est quoi? C'est que les parents vont mettre leurs enfants devant Frozen de leur compte à eux, puisque c'est le but d'avoir Disney, c'est d'avoir les films pour les enfants. Et du coup, les enfants vont être sur Frozen ou Toy Story et vont se taper des pubs pour adultes. Et certaines peuvent être un peu piquantes. Elles sont adaptées, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais elles sont adaptées. Hein. Qu'est-ce qui est adapté? Et c'est là où c'est vraiment piège. Bah, les pubs, ils balancent pas la pub pour la série Alien quand tu mates Frozen. Clairement pas. Mais par contre, là où le profil enfant est complètement abusé, mais on en a déjà parlé, c'est qu'en fait, tu l'as dit, il est purgé, il y a très peu de contenu, il y a surtout très peu de bon contenu. C'est-à-dire qu'on est sur les séries animées faites à la va-vite, à la Spider-Man, etc., sur Mickey, tout ça. Par exemple, Mickey, t'as des trucs récents tout pourris et t'as pas les grands classiques courts-métrages Mickey qui ont 80, 70, 60 ans, tu vois. Donc ça, c'est dommage. Et tu l'as dit, il y a une immense partie du contenu pour enfants qui n'est pas dans le profil enfant. Donc déjà, si un parent balance son enfant devant Disney Plus sur le profil enfant, bah déjà, il lui fait pas un cadeau. Alors déjà, il lui fait pas un cadeau en balançant son enfant devant la télé et sans s'en occuper, bien évidemment. Mais en plus, il lui fait pas un cadeau parce qu'actuellement, le profil enfant de Disney est loin d'être ouf. Mais à côté de ça, c'est vrai, tu l'as dit, mais il faut aller dans le profil adulte pour aller regarder les films et choisir, tu vois, avec les enfants. Mais là, le problème, c'est les vignettes. Toi, tu parles des pubs, mais moi, les vignettes. Enfin, je suis désolé, t'as la vignette d'Alien qui est 2 slots en dessous de la vignette de Frozen. Tu vas voir l'enfant qui va dire c'est quoi le truc qui sort du bidou du monsieur. C'est un vrai problème. Mais moi j'aimais bien l'idée, mais après je suis naïf, j'aimais bien l'idée que dans un profil enfant on mette le contenu pour les enfants. Mais j'avais pas lu tu es Astérix. Ouais, mais tu es un attention, puriste. sinon on peut pas te coller de la pub, mon gars. Des gens comme toi ne feraient que le monde ne pourrait pas marcher. Les gens seraient tous obligés d'appeler pain au chocolat ou chocolatine, quelle que soit ta région. Tu obligerais qu'il y ait un seul nom. Alors attends, parce que du coup, avant que tu enchaînes, moi je veux parler d'un truc dont je suis sûr que tu ne vas pas parler. Je suis prêt à parier que tu ne vas pas en parler. Tu paries quoi? Si tu paries une grosse somme, je suis prêt à dire que si j'allais en parler. Il n'y a pas de problème. Alors, allez, on parie le fait que tu feras une vidéo torse nu. Est-ce que tu avais prévu de parler de la diffusion télé? Tout à fait, j'avais prévu d'en parler. Et donc, quelles sont les deux grosses news? Alors, ils vont passer des... non, ils vont pas faire une... Non, je sais pas, vas-y, c'est bon. Vas-y, tu peux en parler si tu veux. Le premier truc, c'est Disney Channel. Disney Channel a perdu son accord pour passer sur Canal+, enfin son contrat avec Canal+. Et du coup, ce n'est plus disponible sur Canal, mais c'est disponible sur Free Orange. Bon, ok, pas de problème. Par contre, ce qui est plus comme étonnant... Disney+, d'ailleurs, hein. Il y a un accord avec Free Orange. Par contre, le truc, c'est que Disney Junior et National Geographic Wild, donc deux chaînes qui étaient diffusées pour ceux qui étaient sans doute les vieux de la vieille, qui étaient là en train de faire allez, la chaîne suivante. Oh, il est tard, je dois me coucher. La chaîne suivante. Vous vous souvenez de ça? Voilà, ça fait des années que je connais pas ça. Et ben, ces chaînes ont cessé de diffuser en France. Là où ils sont encore en diffusion dans d'autres pays, comme la Belgique ou la Suisse. Et du coup, je suis un peu surpris. Alors certes, on sait que le marché de la télé est plutôt là pour disparaître petit à petit, mais que des chaînes disparaissent plus vite chez nous que chez nos comparses, je suis surpris. Alors, je suppose, c'est une supposition totale, je suppose que c'est une question d'audience. Ça, vous allez me dire... Ça sent un fortement problème. Mais la deuxième chose, souvent, c'est le genre de choses apparaît quand la régie publicitaire d'un pays réussit à continuer à bien vendre telle chaîne dans tel pays, mais pas dans un autre. Donc il suffirait qu'en France, il y ait personne qui soit prêt à prendre de la pub sur National Geographic. Vous avez combien de spectateurs? 4. Voilà. 1 million pour 4 personnes. Oh, flemme. Et tandis que peut-être en Suisse, il y a de très nombreuses personnes qui regardent, je ne sais pas. Si vous êtes suisse et que vous nous regardez et que vous regardez National Geographic Wild, vos enfants sont sur Disney Junior, n'hésitez pas à le dire, parce que visiblement en France, c'est plus le cas. Et donc, avant-dernier sujet, avant le plat de résistance. Le dernier
la tarte à la crème sur le tiramisu, comme on dit. Eh bien, en fait, on parle de Disneyland, puisque c'est quand même une grosse part de Disney. Certains disent que c'est la cash machine, la trésorerie de Disney. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que là, ça fait 2 ans que Disneyland continue à gagner de plus en plus de sous. Là où il avait perdu des sous pendant les années Covid, on se souvient de cette fameuse action Disneyland où les gens disaient « Oh, mais qu'est-ce que j'ai perdu toute ma retraite !» Et ben non, maintenant, en fait, Disneyland est de plus en plus rentable. Mais, et je trouve que c'est une très bonne chose, la société a gagné plus de sous au global, mais a fait moins de bénéfices. C'est-à-dire qu'ils ont eu plus de coûts qu'avant. Et notamment parce que les grèves du gentil cast eh bien, ont réussi à ce qu'ils aient des augmentations. Alors, je ne sais pas de quelle mesure, mais c'est des augmentations qui auraient donc rendu Disney profitable, mais un petit peu moins profitable qu'avant. Et je trouve ça très bien, puisque les cast members se plaignaient d'être vraiment payés au lance-pierre avant. Et le truc, c'est qu'il faut dire que c'est des années de transition, puisque là, la taille du parc va doubler l'année prochaine. Donc, car je sais que toi, tu m'as dit, j'irai à Disneyland une fois dans ma vie. Donc, tu peux y aller en 2026, là où le parc aura doublé, avec notamment un espace Frozen et un espace Le Roi Lion, et où tu pourras te balader avec un lion dans la cage pour lui fournir à manger, voilà, notamment à tes doigts ou des trucs. Et du coup, est-ce qu'on pourra faire un bonhomme de neige ? Sans doute au soleil. Et tu pourras le boire après. Et donc, le truc, c'est que... donc s'il a une ombrelle, c'est bon. Tu crois ? Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne dans le film. Et donc Ah non, c'est pas une ombrelle qu'il a dans le film, c'est un petit nuage. C'est un petit nuage magique. C'est pour ça que je sais pas comment tu vas le créer. Et donc, pour finir, donc Disney qui est dans un moment charnière, qui est à la fois plus rentable, mais qui est en train de se préparer à grandir. Et j'ai découvert en préparant le dossier, c'est l'attraction la plus visitée d'Europe, Disneyland. C'est incroyable, non ? Ah bon ? Devant le Futuroscope ? Devant le Futuroscope de Poitiers, même si tout le monde, les Américains, nous disent « Ah, on vous envie, Poitiers !» Et voilà, mais effectivement, Disneyland est plus recherché. Mais attends, devant le Puy du Fou alors qu'il est dans le Pass Culture. Oh, c'est étonnant ça. Dernier sujet les amis dans cette vidéo sur Disney, et ça concerne Kathleen Kennedy et Star Wars. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de rumeurs. Notamment la presse américaine s'est enflammée telle une station d'essence dans un film de Michael Bay. Autour donc du départ de Kathleen Kennedy. Du coup, elle a été obligée, la patronne de Lucasfilm, de clarifier un peu les choses. Et elle a dit que non, elle ne prenait pas sa retraite. Mais que oui, en effet, elle allait partir. Alors, du coup, moi, je me suis dit... Et ça a l'air acté hein, quand on entend... quand on lit hein, sa déclaration. Nous ferons probablement une annonce dans quelques mois ou 1 an. Et j'ai bien l'intention de rester pour aider cette personne à réussir. Donc elle parle bien de son successeur. Donc Kathleen Kennedy va tourner la page Star Wars. Rappelons que Kathleen Kennedy se fait conspuer depuis des années. Rappelons aussi, accessoirement, parce qu'elle a un CV, que c'est une des plus grandes productrices de l'histoire d'Hollywood. Donc voilà, et qu'elle a fait des trucs de ma boule avant donc de travailler sur Lucasfilm. Voilà, et qu'il y a déjà des noms qui sortent du lot pour la remplacer, et c'est toujours les mêmes noms en fait, c'est Dave Filoni et Jon Favreau. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Les fans ont dit hurrah, hip hip hip, Kathleen Kennedy s'en va, comme si ça allait changer la situation de Star Wars, et surtout comme si Kathleen Kennedy était seule aux commandes de Star Wars. Donc on verra bien ce que ça va donner. Moi je suis sceptique. T'en penses quoi mon cher Greg de ce départ de Kathleen Kennedy? Potentiel départ de Kathleen Kennedy qui n'est pas pour tout de suite, hein, au moins 1 an. Alors, je suis particulièrement attristé par son départ. C'est quelqu'un qui a été moteur de beaucoup de projets de qualité, principalement ces dernières années.
Bon, allez, soyons honnêtes. Et oui, 3-0. Et donc, alors, je veux juste faire la part des choses par rapport. Je veux pas faire je tiens à dire quand même que Kathleen Kennedy, mon cher Greg, Kathleen Kennedy était à la tête de Star Wars quand ils ont fait Mandalorian. Alors, du coup, je vais pas faire un Kennedy bashing comme tu m'as interrompu, gros balotru. Et donc, en fait, le truc, c'est que Kennedy a fait... les pires projets de Star Wars ont tous été sous la gouverne de Kennedy. Donc, forcément, il y a un point commun. Et il y a quelque chose qui fait que je suis pas... d'au Brésil à chaque fois qu'on me propose un nouveau petit contenu Kennedy. Mais par contre, là où je veux pas rentrer dans un bashing complet, c'est peut-être la productrice, une des productrices, et là je fais pas le truc de dire du côté des femmes, c'est hommes et femmes, c'est une des productrices qui a la plus belle carrière de son histoire avant de rentrer en tant que comme ça dirigeante de Star Wars, enfin de Lucasfilm. Elle a été sur les Indiana Jones, elle a été sur les Star Wars, enfin, elle a une carrière qui est oufissime. Jurassic Park. Elle a vraiment une carrière de ouf. Par contre, c'est sûr que elle n'a pas brillé dans sa sélection de projets. Alors, on pourrait dire qu'il y en a eu pas mal et que donc dans le tas, quelques-uns ont réussi, comme par exemple Mandalorian. Mais c'est sûr que 7, 8, 9, là, mon fils, j'ai eu un énorme moment avec lui. Je lui ai montré pour la première fois l'épisode 4 de Star Wars et il me disait mais attends, quand est-ce qu'on peut regarder la suite et tout. Donc je lui ai dit bah là, tu peux regarder 4, 5, 6, mais par contre, il faudra que tu attendes d'être plus vieux pour regarder 1, 2, 3. Et je me suis rendu compte que je lui avais jamais dit que 7, 8, 9 existait. Dans ma tête, c'était genre, non, mais je vais pas te polluer, en fait. On a tous été très tristes, tu ne le seras pas, ne t'inquiète pas. Et donc, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que, du coup, elle est en train de dire, non, mais il va y avoir un film avec Rey. C'est The Acolyte, le gros projet qui était enfin Star Wars sans les Skywalker et tout. Il y a eu beaucoup de loupés. Je n'oublie pas que 789 a été entièrement validé, a été co-designé par Bob Iger, pas que par elle, hein, par son boss aussi. Mais on a eu une discussion off avec Kerr sur sa responsabilité. Et en fait, de mon point de vue, elle a un rôle où c'est plus une productrice à qui on donne des missions et elle fait. Elle était dans un poste où en gros, elle devait dire à quoi allait ressembler Star Wars et valider les projets. Elle avait un droit de vie et de mort sur les projets, dire ton scénario à toi, il part pas en développement. Elle a eu le droit de final cut sur les films. Donc si ils sont pas bons, si globalement Star Wars a jamais été aussi mal en point financièrement, c'est 100% sa responsabilité. Co-responsabilité moi, avec Bob Iger, peut-être. Que ça, je n'y croyais pas du tout. Bah, si tu veux, moi je ne critique. Mais oui, mais pour moi, une franchise, il peut pas y avoir Kathleen Kennedy qui est en haut de la franchise, qui a coûté combien 4 milliards à Disney, et c'est elle qui décide de tout sans que personne n'ait rien à dire et qu'elle n'ait de compte à rendre à personne. Enfin, moi, je me rappelle pas dans la promo, par exemple, du 789, que J.J. Abrams, quand il a expliqué que c'était absolument génial de donner à Rian Johnson les clés de la franchise, de la saga, enfin de la trilogie en l'occurrence, et sans rien lui dire de son projet. Rian Johnson, ami personnel je me rappelle de pas Kennedy. Donc, Kerr, tu donnais ton avis, je l'entends. Par contre, factuellement, les réalisateurs que tu as cités n'avaient pas le Final Cut. Le Final Cut était chez Kathleen Kennedy, puis chez Disney. Donc, quand on dit c'est pas la responsabilité de Kathleen Kennedy, chez Disney, il était chez Disney. Chez Lucas. J'ai dit chez Kathleen Kennedy et Bob Iger. Bob Iger qui est le patron de Disney. Ah oui, mais alors du coup, c'est pas Kathleen Kennedy qui est entièrement responsable de l'échec de Star Wars. En fait, moi, je veux pas la défendre, Kathleen Kennedy, je m'en fous de ce qu'elle a pu faire sur Star Wars. Je suis globalement d'accord avec toi. Et je vais terminer mon propos, s'il te plaît. Le seul truc qui m'embête, c'est le bashing. Le bashing constant sur Kathleen Kennedy depuis des années. Et alors, si c'est réellement elle qui est complètement aux commandes, alors c'est un vrai problème parce que ça veut dire que ceux qui l'ont laissée aux commandes étaient des gros teubés. Et moi, je continue de penser que y avait d'autres personnes qui prenaient les décisions avec elle et que c'est l'échec d'une équipe. L'équipe qui a chapeauté Star Wars depuis plusieurs années. Alors, je me permets juste
de rappeler quelques petits points. Kathleen Kennedy a lancé avec Bob Iger et l'équipe dirigeante de Bob Iger, donc c'est pour ça que prenons ton exemple d'équipe, 7 et 8 de souvenirs. Sur 8, en plus, elle prend Ryan Johnson, qui est un ami personnel qui n'a pas fait des milliers de trucs avant. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là... Il avait fait la déco de sa maison. Bob Iger, non, mais qui n'était pas un réalisateur top, référencé, etc. Mais le truc, c'est que si on reprend cette histoire, Bob Iger se barre de Disney. Il y a de la direction, il y a d'autres équipes qui changent. Kathleen Kennedy ne change pas, elle garde la direction de Lucasfilm. La direction de Lucasfilm et les films compris, j'ai pas vu de changement notable dans ce qui m'était proposé entre 7, 8 et 9. Il y a une direction, alors on va pas revenir sur le scénario et tout, mais il y a une direction de production, de niveau de qualité, d'ambition du scénario, etc. Et la personne qui est restée tout du long, c'est Kathleen Kennedy. Bob Iger est revenu après, certes, il n'y a pas de souci. Donc est-ce que Kathleen Kennedy est responsable de tous les maux de la galaxie très très lointaine? Je ne pense pas. Elle était avec des équipes. Mais est-ce que c'est l'élément central, la seule personne qui a fait tout le long de ces dernières années? La réponse est oui. Et elle a le final cut. Elle peut dire à un réalisateur, je n'aime pas ce plan, je n'aime pas quand Ray elle est à la droite, tu me prends Ray quand elle pleure dans les rushs. Donc en fait, elle a un poids qui est massif. Et donc, imaginez que le board de Disney va s'asseoir avec elle pour dire non, mais en fait, le plan, etc. Peut-être. Mais ça, c'est du peut-être. Ce qui est sûr, c'est que elle a le final cut et elle peut aller dans la salle de montage et dire vous changez les trucs. Donc, si c'est pas changé, c'est la responsabilité. C'est le principe d'un chef d'équipe. Un chef d'équipe, quand son équipe réussit, c'est le succès de tout le monde. Quand c'est un échec, c'est principalement de sa faute. Je pense que c'est pour ça qu'elle paye pour tout le monde. Par contre, le côté avalanche, le côté quasi harcèlement des réseaux sociaux, ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Et c'est dû à cet effet pervers des réseaux sociaux qui est que quand quelqu'un dit « Oh, bah, franchement, pas ouf ce film », le réalisateur, c'est pas son meilleur film. Une personne le dit, ok. Quand c'est des millions de personnes qui le disent tous les jours, toutes les heures, c'est une situation de harcèlement pour ce réalisateur. Ça, c'est un fait. Et donc, Kathleen Kennedy a subi un harcèlement. Ça, c'est un fait. C'est nul. Il y a même des personnes chez qui beaucoup ont fait, plus cher que Kevin Feige. Hein. Mais Kevin Feige, en fait, Marvel, c'est pas ouf depuis pas longtemps. Jusqu'à Endgame, les gens n'ont fait que encenser Kevin Feige. Ouais. Mais enfin bref, donc du coup pour revenir sur, donc moi je suis content qu'elle parte parce que je suis content qu'il y ait un changement de souffle. Après, on va voir ce qu'ils vont faire, peut-être ça va être mieux, peut-être ça va être encore moins bien. Mais le truc c'est qu'effectivement, de mon côté, je suis très content que la direction de Disney change. On verra pourquoi, on verra pour qui. Après tout, Filoni, qui est comme pour beaucoup de fans de Star Wars, ils disent « Ah, mais c'est un vrai fan, etc. » Je suis pas non plus fan de tout ce qu'a fait Filoni. Donc je suis très curieux. Il y a des trucs qui sont géniaux, il y a des trucs que je trouve pas ouf. Donc je suis très curieux de savoir où va aller cette licence qui était censée être la deuxième plus grosse licence après Pokémon, licence créatrice en termes de budget. Donc ouais, c'est une grosse question, je ne sais pas. Ouais, on verra. Donc voilà, beaucoup d'actualités en ce début d'année pour Disney. On a fait le tour, hein. C'était plus long qu'on ne le pensait, mais on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, hein, sur tout ça dans les commentaires. Bien évidemment, le petit pouce vers le haut pour aider la chaîne. Vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Merci aux tipeurs pour votre soutien en cette période. Ce soutien est extrêmement précieux. Et si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee de Cuneclic. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et je laisse à l'ami Greg le mot de la fin. Je m'attendais pas du tout à... Mais Mickey, je te donne Mickey, Donald, plutôt. Acolyte. Viva Acolyte. Eh bien, Acolyte Forever. Le mot de la fin, c'est que je revois sur Collider des articles qui disent « Et si en fait la pression populaire faisait que The Acolyte saison 2 pouvait réapparaître ?» Et je le vois aussi beaucoup, et là, je pas me que sur dis, Collider. mais what the fuck Donc voilà, des bisous à tous.
Mais tu sais qu'il y a un élément. Est-ce que tu as vu le pourquoi? C'est que The Acolyte, alors faudrait que je retrouve la news au détail, mais The Acolyte est une des séries les plus regardées en téléchargement illégal actuellement. C'est vraiment un argument des massu. Monstres comme Goth et compagnie. Financièrement, c'est un argument massu. Bah oui, oui, s'il y a des gens qui te regardent même en téléchargement illégal, qui te regardent, ça veut dire que potentiellement, si ça revient de manière légale... Pirate, ouais. Bah pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Des bisous à Acolyte. Non. On te salue, ne reviens jamais. Ciao.